Pendant 50 ans, Daniel et moi avons bâti une vie, une famille et une entreprise ancrée dans l'intégrité. Alors, quand notre fils, Julien, a transformé les funérailles de Daniel en un événement exclusif et payant, me demandant de payer pour lui dire adieu, ce fut une blessure plus profonde encore que le chagrin. Il pensait tout contrôler, mais Daniel cachait un dernier secret, dévastateur, prêt à être révélé, et j'étais celle qui détenait la clé. Avant de replonger, n'oubliez pas de vous abonner pendant que vous écoutez. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous écoutez. Maintenant, respirez et écoutez attentivement. Ceci est mon histoire. Le silence dans la maison n'était pas seulement calme. C'était une chose affamée, résonnante, engloutissant chaque souvenir que Daniel avait laissé derrière lui. 5 jours. 5 jours depuis le dernier souffle de Daniel. Et le monde avait assourdi ses couleurs, ses sons, me laissant Claire Dubois, à la dérive dans une mer de chagrin inexprimé. Notre foyer, jadis une symphonie de doux murmures et du fredonnement bas et réconfortant de Daniel, ressemblait maintenant à une scène après la dernière tombée de rideau, baignée par la lumière crue du soleil matinal à travers la fenêtre de la cuisine. Le seul son ma tasse à thé en porcelaine, encore fumante de l'Earl Grey dont Daniel me taquinait, me semblait étrangement lourde dans la main. J'en traçais le rebord. La chaleur, un réconfort fugace contre l'angoisse froide qui s'installait dans ma poitrine. La table de cuisine, polie par des années de repas partagés et de rêves chuchotés, portait désormais une chaise vide. La chaise de Daniel. Elle était là, défiante, un fantôme à mon petit déjeuner. J'essayais de me concentrer sur le printemps naissant dehors, les premières timides fleurs du rosier que Daniel avait plantées. Mais mon regard ne cessait de revenir à ce vide. Respirer me semblait un effort conscient. Chaque inspiration une lutte contre un poids invisible. Mon esprit vagabonda vers ces derniers jours. La main de Daniel si frêle dans la mienne. Claire, avait-il murmuré, ses yeux gardant cette étincelle familière. Prends soin des choses. Tu sais toujours ce qui est le mieux. J'avais serré ses doigts, incapable de parler à cause de la boule dans ma gorge. Notre fils, Julien, était venu. Bien sûr. Julien, tout en costumes impeccables et ambition affûtée. Un homme que parfois j'avais l'impression de ne plus connaître. Il s'était penché sur Daniel. Un baiser convenu sur son front. « Père », avait-il dit, sa voix neutre. « Je m'occuperai de tout, ne vous inquiétez de rien. » Puis, presque immédiatement, il s'était reculé, sortant son téléphone. « Oui, la fusion », l'avais-je entendu dire, sa voix montant, déjà absorbée dans son monde. Un monde que Daniel avait méticuleusement bâti pour lui. J'avais voulu croire que Julien honorerait Daniel. L'honorerait vraiment. Pas seulement une idée abstraite de son héritage. La sonnerie stridente du téléphone fixe me fit sursauter, me faisant tressaillir. Un son violent dans cet espace calme et sacré. Je le laissai sonner. 2 fois, 3 fois. Une intrusion frénétique. Finalement, je le saisis. Mes doigts raides. Claire, ma chère, c'est Sophie. Sa voix, une couverture chaude et familière. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Tu n'as pas oublié l'email de Julien, n'est-ce pas? À propos des arrangements. Un email? Mon front se plissa. Email? Répétai-je, ma voix rauque. Sophie, mon esprit, je n'ai rien regardé d'autre que les photographies de Daniel. Oh, ma belle, roucoula-t-elle. Julien l'a envoyé à tout le monde. Une sacrée organisation, à ce que j'entends. Je voulais juste m'assurer que tu l'avais vu. Je te laisse. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. La ligne raccrocha. Un frisson, plus vif que l'air printanier, me serpenta le long de la colonne vertébrale. Julien,
Un email pour les funérailles de Daniel? Il n'avait jamais été du genre à se formaliser, surtout pas avec la famille. Il avait toujours préféré le téléphone. Je touchais rarement l'ordinateur, une relique du travail de Daniel, qui prenait la poussière dans son bureau. Mais maintenant, une étrange compulsion me tira de ma chaise. Chaque pas vers le bureau de Daniel semblait lourd, une sorte de pèlerinage. La pièce était telle qu'il l'avait laissée, la légère odeur de vieux livres et de son tabac à pipe imprégnant l'air. Une sentinelle silencieuse à sa mémoire. Je tâtonnais avec la souris, ma main tremblant légèrement. L'écran s'anima. Une photo de Daniel et moi riant à notre 30e anniversaire, emplissant l'affichage. Je cliquais sur l'icône email, le son claquant dans la pièce silencieuse. La boîte de réception débordait, mais une ligne d'objets me sauta aux yeux, en gras et cinglante. Service commémoratif Daniel Dubois. Informations importantes sur la présence. Julien. Mon souffle se coupa. Mon cœur martelait, un tambour frénétique contre mes côtes. Je double-cliquais. Les mots me frappèrent comme un coup physique, anéantissant toute dernière illusion. En raison des contraintes de capacité, lisait-on froid et formel. Et pour assurer des adieux exclusifs et dignes, la présence confirmée requiert une contribution de 500 € par invité. Ma vision se brouilla. 500 € pour les funérailles de Daniel? Pour ma présence? L'email se déroula, détaillant des places de luxe, des opportunités de réseautage exclusives, des récits prêts pour les médias. Ce n'était pas un hommage, c'était un événement d'entreprise, un spectacle, des bannières de sponsors sous-entendus, un partenariat stratégique avec un média local mentionné. Julien ne pleurait pas, il faisait du marketing. L'idée même que mon droit de pleurer, mes 50 ans aux côtés de Daniel, soit désormais une transaction, un billet à acheter, me parut un effacement délibéré. C'était une gifle, une humiliation publique calculée déguisée en décorum. Je fixais l'écran, les larmes de colère se mêlant aux larmes de chagrin. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, c'était le mépris, le calcul froid et sans âme. La réalisation horrifiante me frappa comme une vague. Le fils que j'avais élevé, le garçon que Daniel adorait, était devenu un étranger, un fantôme. Les adieux de mon mari bien-aimé, réduits à une affaire commerciale, et moi, sa veuve, n'étaient qu'un coup de plus à gérer. Une sourde fureur, lente mais féroce, commença à gronder sous mon chagrin, durcissant ma détermination d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. C'était un prix cruel à payer pour le chagrin. Une révélation qui soulevait une question profonde. Quand la famille tourne le dos à l'amour pour le profit, que reste-t-il vraiment? Le coup de l'email de Julien persista. Un écho glaçant dans la maison silencieuse, bien plus douloureux que n'importe quelle somme d'argent. Ce n'était pas seulement le manque de respect flagrant, la demande froide et calculatrice d'une somme pour pleurer mon propre mari. C'était la réalisation écrasante que le fils dans lequel Daniel et moi avions investi nos vies, le garçon que nous avions élevé avec tant d'espoir, était devenu un étranger, capable de transformer le chagrin en transaction. La trahison me sembla une contusion interne profonde, invisible au monde, mais palpitant à chaque battement de mon cœur endolori. Je tirai la couverture plus fort autour de moi sur le canapé. Le silence autrefois réconfortant de la maison, me paraissant maintenant lourd, presque suffocant. Mon regard dériva vers le fauteuil préféré de Daniel, toujours parfaitement épousé par son usage fréquent. Une légère empreinte laissée par son appui-tête. Une vague de profonde tristesse m'envahit, menaçant de noyer l'étincelle de colère que l'email de Julien avait allumée. Sa sagesse, sa présence tranquille me manquaient. Il aurait su quoi faire, quoi dire,
Comment naviguer dans cette situation impensable? Il avait toujours été celui qui voyait au-delà des apparences, qui comprenait les courants cachés. Et soudain, un souvenir fit surface. D'abord flou, puis plus net, comme une vieille photographie se révélant dans mon esprit. C'était un après-midi pluvieux, il y a des années. Daniel, ses lunettes de lecture posées sur le nez, était en train de trier de vieux documents dans son bureau. Il s'était arrêté, m'avait regardé, une expression particulière sur son visage, un mélange de tendresse et de quelque chose d'indéchiffrable, comme une ombre. « Claire !» avait-il dit, sa voix plus douce que d'habitude. « Il y a des choses importantes que tu devrais savoir. Des choses sur Julien, sur l'entreprise. Pas maintenant, mais un jour, quand le moment sera venu. Il y a une boîte, là-haut dans le grenier, une en bois. » Il avait tapé sa tempe, un sourire entendu jouant sur ses lèvres, puis avait changé de sujet aussi vite. À l'époque, j'avais considéré cela comme une de ces énigmes joueuses, une autre charmante excentricité. Mais maintenant, dans les conséquences glaçantes de l'email de Julien, ces mots me revinrent avec un poids troublant. Le grenier, un endroit où je m'aventurais rarement, rempli des fantômes des Noëls passés et des étés oubliés. Il était poussiéreux, sentant légèrement le cèdre et les rêves oubliés. Mes pas sur l'échelle escamotable grinçaient, fort dans le silence. La lumière de la petite lucarne fendait la pénombre, illuminant des particules de poussière, dansantes, et projetant de longues ombres déformées, de cartons empilés. Je repoussais de vieux albums photos, des couvertures mitées et des jouets d'enfants, mon cœur battant un rythme étrange contre mes côtes. Les mots de Daniel résonnèrent dans ma tête. Une en bois. Mes doigts effleurèrent quelque chose de solide, caché sous un drap. Je le retirai, révélant un simple coffre en bois, foncé par l'âge, son loquet en laiton terni. Il n'était pas verrouillé. Alors que je passais ma main sur la surface usée, un léger tremblement me parcourut. C'était ça. C'était la boîte dont Daniel avait parlé. L'air était lourd, chargé de secrets inavoués. Qu'avait voulu que je trouve Daniel? Pourquoi l'avait-il gardé caché? Il ne s'agissait plus seulement de l'insulte de Julien. Il s'agissait de Daniel, de ce qu'il savait, de ce qu'il avait essayé de me dire. La curiosité, vive et insistante, commença à l'emporter sur la douleur sourde du chagrin. Je soulevai délicatement le couvercle. À l'intérieur, soigneusement empilées, se trouvaient des enveloppes attachées, avec de la ficelle, des coupures de journaux jaunis et plusieurs épais cahiers reliés de cuir. Mais ce qui attira immédiatement mon regard, nichée juste au-dessus, fut une petite boîte élégante attachée avec un fin ruban de soie. Elle semblait trop légère pour contenir quoi que ce soit de substantiel. Pourtant, je sus instinctivement qu'elle était importante. Je la pris, mes doigts traçant le nœud délicat. Quelle vérité! Quel avertissement Daniel avait-il si soigneusement dissimulé? Attendant ce moment, le silence dans le grenier contenait maintenant un autre genre de tension. Un bourdonnement discret de la révélation sur le point d'être exposée. Combien de secrets, à votre avis, se cachent sous la surface de nos relations les plus proches, attendant le moment parfait, dévastateur, pour être trouvés? Mes doigts tremblèrent en dénouant le ruban de soie. Chaque nœud une petite barrière à la vérité que Daniel avait cachée. La petite boîte en bois était plus légère qu'il n'y paraissait, délicate dans ma main. Le couvercle se souleva avec un doux soupir, révélant non pas des bijoux ou un médaillon, mais une seule feuille de parchemin vieillie, pliée, dont les bords étaient adoucis par le temps. C'était l'écriture de Daniel, reconnaissable entre mille, élégante, familière. Son parfum, un léger murmure de tabac à pipe et de terre, sembla s'élever du papier, me ramenant à lui.
Je dépliai le parchemin, mon souffle se nouant dans ma gorge. C'était une lettre, écrite de sa main ferme, non datée, mais aussi fraîche que la rosée du matin. Ma très chère Claire, commençait-elle, sa voix résonnant dans mon esprit, aussi réelle que s'il était à mes côtés. Si tu lis ceci, je ne suis plus avec toi encore, mais mon esprit demeure. Toujours, il y a des choses que je dois te faire savoir. Des choses que je ne pouvais pas dire à voix haute, de peur de bouleverser ton cœur si beau et confiant. Une vague d'amour profond, teintée d'une vive douleur, m'envahit. Il me parlait d'outre-tombe, une confession finale, intime. Il écrivait sur leur vie partagée, la joie, les défis, son infinie gratitude pour ma patience et mon amour. Il parlait de Julien, des espoirs qu'ils avaient eus pour lui, de la fierté de son ambition. Mais ensuite, les mots changèrent, subtilement d'abord, comme une ombre s'allongeant dans une pièce ensoleillée. Notre Julien, avait écrit Daniel, les traits de plume plus appuyés. Il possède un feu, une détermination que j'admire. Mais ces derniers temps, j'ai vu une froideur, une concentration unique qui m'inquiète. Il mesure le succès d'une manière que je n'ai jamais faite. Claire. Et je crains qu'il n'oublie parfois le fondement sur lequel ce succès est bâti. Notre entreprise, notre héritage. Cela signifie plus pour lui que de simples chiffres, je l'espère. Mais j'ai vu des choses, des murmures de manœuvres agressives, d'affaires inhabituelles qui flirtent avec les limites du juste, de l'honnête. Mes yeux parcoururent les lignes à nouveau, les costumes impeccables de Julien et son ambition encore plus affûtée me revenant en mémoire. Les mots de Daniel, si soigneusement choisis, peignaient maintenant un tableau glaçant. Il n'avait pas seulement des soupçons, il savait. Mes mains se serrèrent, froissant légèrement la lettre, puis la lissant avec révérence. Pourquoi ne m'avait-il rien dit? Pourquoi avait-il porté ce fardeau seul? Ce n'était pas seulement la trahison de Julien que je devais affronter maintenant, mais une nouvelle couche de la douleur inavouée de Daniel. Sa lutte silencieuse pour nous protéger, même de notre propre fils. L'amertume était un goût amer dans ma bouche. La lettre continuait, chaque phrase serrant le nœud dans mon estomac. J'ai dû faire des ajustements clairs pour protéger ce qui est vraiment à nous, ce que nous avons bâti, contre tout détournement. Cela me peine de l'écrire, mais c'est une vérité nécessaire. Ma préoccupation première a toujours été ta sécurité, ta tranquillité d'esprit et notre vision partagée de l'avenir. Un avenir construit sur la générosité, pas sur la cupidité. Regarde plus attentivement dans cette boîte, mon amour. Il y a d'autres documents, moins poétiques peut-être, mais tout aussi importants. Ils te guideront, ils te protégeront, ils veilleront à ce que notre véritable héritage perdure, au-delà de toute interprétation opportuniste. Des interprétations opportunistes. La phrase resta suspendue dans l'air, lourde de sens inavoué. Les avertissements voilés de Daniel concernant l'ambition de Julien, son détournement de fonds de l'entreprise, prirent soudain une clarté effroyable. Il ne s'agissait pas seulement des frais funéraires. Il s'agissait de tout, de notre héritage, de ma sécurité. Mes yeux passèrent de la lettre aux autres contenus du coffre en bois. Sous le parchemin froissé, parmi les enveloppes soigneusement ficelées et les épais cahiers reliés de cuir, je vis un dossier, épais de papier à l'allure juridique. Mon souffle se coupa. Le testament. Un testament révisé. Mes doigts, ne tremblant plus, tendirent la main vers le dossier. Mon regard balaya les noms, les dates, les sources officielles. Daniel n'avait pas seulement été inquiet. Il avait agi. Il avait pressenti le potentiel de calcul froid de Julien,
sa capacité à transformer même le chagrin en spectacle. Il m'avait laissé des indices, une piste de vérité soigneusement tracée, s'assurant que si jamais Julien allait trop loin, je trouverais les moyens de riposter. L'image du visage suffisant de Julien, l'email exigeant 500 € défila devant mes yeux, attisant un feu froid dans mon ventre. Ce n'était plus seulement du chagrin, c'était une bataille pour l'honneur de Daniel, pour le vrai sens de notre vie. Et je ne me battais plus à l'aveugle. Que feriez-vous si la personne en qui vous aviez le plus confiance vous laissait une carte pour démasquer une trahison cachée? Même d'outre-tombe, la lumière de la fenêtre du grenier s'estompa, mais les mots de la lettre de Daniel et le poids froid des documents dans mes mains brillaient plus fort que n'importe quelle lampe. Je m'assis au milieu de la poussière et des trésors oubliés, le testament révisé, étalé sur le couvercle du coffre en bois, son langage juridique austère, contrastant fortement avec la confession sincère de Daniel. Mes yeux tracèrent les clauses formelles, puis se posèrent sur les notes cryptiques que Daniel avait griffonnées sur des feuillets séparés. La dernière entreprise de Julien, fonds d'origine douteuse, exposition légale pour la société, protégé clair. Chaque phrase était un ciseau, érodant l'image du fils auquel je m'étais accroché. Ce n'était pas seulement une trahison de sentiment, c'était une trahison de confiance, d'héritage, bâtie sur une fondation de tromperie. Daniel n'avait pas seulement été inquiet, il avait agi. Les heures s'écoulèrent jusqu'à l'aube. Je ne dormis pas. Au lieu de cela, je me plongeais dans chaque document, chaque note manuscrite, chaque clause formelle du testament. C'était comme si Daniel me guidait, m'expliquant des choses qu'il n'avait pu faire de son vivant. Il avait méticuleusement exposé ses craintes, ses soupçons concernant les pratiques commerciales agressives de Julien, ses manœuvres subtiles pour assurer ma sécurité financière, et que le véritable esprit de l'héritage de son entreprise reste intact. Le testament révisé stipulait clairement qu'après son décès, tous les actifs et les parts de l'entreprise étaient discrètement attribués à une fiducie caritative qui financerait des bourses pour de jeunes ingénieurs, à l'image des propres débuts de Daniel. Pas un sou, pas une part, à Julien. Julien qui cherchait maintenant à tirer profit des funérailles, même de son père. L'audace, le calcul de sang-froid me fit tordre l'estomac dans un mélange écœurant de chagrin et de fureur. Le soleil du matin, lorsqu'il perça enfin la fenêtre du grenier, ressembla moins à un doux réveil qu'à un projecteur dur exposant la vérité. Mes yeux, rougis par l'insomnie, se posèrent sur la dernière écriture, presque illisible de Daniel. Cherche Maître Dufour. Il sait. Maître Dufour. Le vieil avocat de Daniel. Un homme au comportement discret, mais aux yeux qui ne ratent rien. Je me souvenais de lui. Un homme grand et nerveux avec des lunettes perpétuellement posées sur le nez. Un sourire bienveillant et une étrange capacité à naviguer dans les labyrinthes juridiques. C'était celui à qui Daniel avait confié ses secrets les plus profonds. Mes mains, tremblant encore légèrement, trouvèrent mon ancien carnet d'adresses. J'hésitais, mon pouce planant au-dessus du numéro de Maître Dufour. C'était ça, le point de non-retour. Une fois cet appel passé, le monde soigneusement construit de Julien commencerait à se désagréger. Étais-je prête pour ça? Pouvais-je vraiment démanteler la vie de mon unique fils? Un éclair de l'email de Julien, exigeant le paiement pour les funérailles de Daniel, endurcit ma résolution. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de justice, d'honorer les vrais souhaits de Daniel, de protéger l'héritage d'un homme qui aimait profondément et bâtissait avec intégrité. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'une voix nette et professionnelle ne réponde. Dufour et associés,
Comment puis-je vous aider ?» Je me raclais la gorge, ma voix me semblant étrangement lointaine. « Oui, c'est Claire Dubois. J'ai besoin de parler à Maître Dufour. C'est concernant la succession de Daniel Dubois. » Une pause. « Madame Dubois !» La voix s'adoucit, reconnaissant le nom. « Maître Dufour attendait votre appel. Pouvez-vous venir cet après-midi ?» Il attendait mon appel. Daniel avait dû lui parler. Un petit sourire triste effleura mes lèvres. Même dans la mort, Daniel veillait sur moi. Le bureau de l'avocat était discret, d'une élégance tranquille, fait de bois sombre et d'éclairage doux, loin de l'image corporative stérile que Julien projetait. Maître Dufour se leva lorsque j'entrai. Un homme d'une 60aine d'années, ses cheveux argentés soigneusement peignés, ses yeux, derrière ses lunettes familières, exprimaient une douce sympathie. « Madame Dubois !» dit-il, sa voix un murmure calme. « Je suis terriblement désolé de votre perte. Daniel était un homme bon, un homme remarquable. » Il fit un geste vers le fauteuil en cuir en face de son bureau. Je m'assis, le coffre en bois serré fermement sur mes genoux. Le silence dans la pièce s'étira, seulement ponctué par le bourdonnement lointain du trafic urbain. Je pris une profonde inspiration. « Maître Dufour », commençai-je, ma voix se raffermissant à chaque mot. J'ai trouvé ceci dans le grenier, le coffre en bois de Daniel. Je l'ouvris, poussant le testament révisé et les notes manuscrites de Daniel sur son bureau poli. Il vous a mentionné. Il a dit que vous saviez. Maître Dufour se pencha en avant, son expression passant de la sympathie à une gravité professionnelle, alors qu'il prenait le testament. Il fit glisser ses lunettes plus bas sur son nez, son regard vif et concentré. « Ah, oui, le testament révisé. » Il le déplia, ses yeux parcourant les pages avec une rapidité exercée. Les rides autour de sa bouche se tendirent légèrement en lisant les dernières instructions de Daniel. La redirection prudente de sa fortune, l'exclusion explicite de Julien. Il prit ensuite les notes personnelles de Daniel, son front se plissant davantage en lisant les avertissements voilés concernant les affaires de Julien. Le professionnalisme tranquille dans la pièce s'intensifia, chargé maintenant d'une nouvelle tension. Inavoué, il posa les documents, posant ses mains dessus. Son regard rencontra le mien, stable et inébranlable. « Madame Dubois », dit-il, sa voix basse. Daniel était un homme très sage et extrêmement minutieux. Ce testament révisé est en effet légitime, dûment exécuté et sans équivoque légal. Chaque actif, chaque part de son entreprise est liée à cette fiducie caritative. Julien n'héritera de rien. Et ses notes. Il tapota les pages griffonnées de Daniel. Elles suggèrent que Daniel avait de très réelles préoccupations quant aux méthodes de Julien. Des préoccupations qui pourraient bien entraîner un examen sérieux des propres entreprises de Julien, si quelqu'un choisissait d'y regarder. Une satisfaction froide, comme un éclat de glace, se forma dans mon cœur. Julien pensait pouvoir me faire payer les funérailles de mon propre mari, transformer un adieu sacré en une entreprise lucrative. Il n'avait aucune idée de la vérité que Daniel avait méticuleusement mise à nu. Une vérité qui démantèlerait tout son monde, soigneusement construit. Quand la justice ne tient qu'à un fil tissé de trahison, jusqu'où iriez-vous pour vous assurer que ce fil se rompe ? Le poids du testament révisé de Daniel me semblait moins un fardeau qu'une arme soigneusement dirigée dans mes mains. Maître Dufour, ses lunettes reflétant la lumière tamisée du bureau, parla avec une autorité calme qui cachait le tremblement de terre qu'il venait de déclencher sous les pieds de Julien. « Julien, selon ce document, n'héritera de rien, Madame Dubois. Tous les actifs, chaque part de l'entreprise de Daniel sont maintenant le fondement de la fiducie caritative Dubois. » Il marqua une pause, laissant la gravité de ses mots s'installer.
Et les notes personnelles de Daniel, elles fournissent une feuille de route vers les pratiques moins transparentes de Julien au sein de l'entreprise. Cela pourrait ouvrir une boîte de Pandore de surveillance sur ces entreprises actuelles. Un calme étrange s'installa en moi. Le chagrin brut était toujours un puits profond en moi. Mais maintenant, une résolution d'acier s'était formée, comme du fer froid. Ce que Julien a fait, dis-je ma voix ferme, exiger le paiement pour les funérailles de son propre père, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, maître Dufour. L'ultime insulte à la mémoire de Daniel. Mon regard rencontra le sien, inébranlable. Daniel ne m'a pas seulement protégée. Il m'a donné les moyens de m'assurer que son véritable héritage, son honneur, soit préservé. Maître Dufour hocha la tête, une étincelle d'admiration dans ses yeux. En effet, Daniel était un homme d'une immense clairvoyance. Il comprenait la nécessité d'assurer sa vision, de protéger ce qui comptait vraiment pour lui. Il se pencha en avant, sa voix baissant jusqu'à un murmure conspirateur. « Le testament doit être lu, Madame Dubois. Traditionnellement, cela se fait en privé, en famille. Mais compte tenu de l'approche de Julien, du service commémoratif, une présentation plus publique pourrait être justifiée. Une lecture simultanée peut-être. Un coin de sa bouche tressaillit, une pointe d'humour sec. L'idée, audacieuse et poétique, résonna profondément en moi. Julien voulait un spectacle? Il en aurait un. Pas le genre qu'il avait prévu, mais un jugement. Comment faisons-nous ? Demandai-je, une étincelle s'allumant dans mes yeux. Comment nous assurons-nous que l'événement corporatif de Julien, son récit prêt pour les médias, devienne sa perte? Nous passâmes l'heure suivante à planifier méticuleusement, le bureau tranquille se transformant en salle de guerre. Maître Dufour expliqua les subtilités légales, le timing précis, les témoins nécessaires. Nous décidâmes que le testament serait officiellement lu au tribunal local. Un acte public, au moment exact où Julien commencerait sa grande éloge funèbre, au somptueux salon funéraire qu'il avait loué. Je l'imaginais. Julien se tenant droit, baigné par l'éclat des projecteurs, prononçant son discours soigneusement élaboré sur la vision et l'héritage de son père, alors même que le fondement même de cet héritage et son avenir étaient publiquement démantelés de l'autre côté de la ville. L'injustice de son email, la froide exigence d'argent, ressemblait maintenant à une mèche, allumée et brûlant vers une fin inévitable et explosive. Il ne s'agissait pas de vengeance pour elle-même, mais du profond déséquilibre que Julien avait créé, du manque de respect flagrant pour un homme qui lui avait tout donné. Au cours des jours suivants, un étrange sentiment de but remplit les espaces vides que Daniel avait laissés. Je me déplaçais dans la maison avec une énergie nouvelle, non pas l'énergie frénétique du chagrin, mais le bourdonnement discret d'une intention stratégique. Sophie rappela, s'informant des détails des funérailles. Julien a tout sous contrôle, lui dis-je, ma voix neutre. Il s'assure que ce soit un événement de taille. Je ne donnais pas plus de détails. Elle verrait bien assez tôt. Mon attention n'était pas sur la grande salle ou les bannières sponsorisées que Julien avait méticuleusement planifiées. Elle était sur la petite pièce tranquille du tribunal local, où la véritable histoire de Daniel Dubois et son amour inébranlable pour moi serait enfin racontée. Julien, pendant ce temps, restait totalement inconscient. Je reçus un autre email de son assistant, un rappel poli concernant le paiement de 500 €, sous-entendant que ma présence restait à confirmer. L'arrogance de cela, la pure confiance que moi, sa mère, me conformerait simplement, était à couper le souffle. Il était si consumé par sa propre ambition, sa propre image soigneusement construite,
qu'il ne pouvait pas voir le terrain se dérober sous ses pieds. Il me voyait comme une veuve tranquille et affligée, facilement gérable, facilement écartée. Il voyait la mort de Daniel comme une opportunité, une plateforme pour sa propre ascension. Il n'avait aucune idée que Daniel l'avait vu aussi, clair comme le jour, et avait bâti une parade contre sa propre nature. Le jour des funérailles arriva, vif et lumineux, une cruelle ironie. Je m'habillais de noir simple, pas le deuil élaboré que Julien attendait. Mon esprit était vif, clair. Le chagrin était toujours là, une douleur constante, mais il était maintenant tempéré par une force froide et tranquille. Je surveillais l'horloge, comptant les minutes jusqu'au moment précis où Maître Dufour commencerait la lecture publique. C'était 1 heure, avant que la grande cérémonie de Julien ne doive commencer. La pensée de cela, le timing méticuleux, m'apporta une sombre satisfaction. Julien serait en train de préparer sa grande entrée, son éloge funèbre rodé, complètement inconscient que son propre père avait déjà orchestré sa chute. Un dernier cadeau poignant de Daniel, une protection silencieuse et puissante contre la personne même qu'il avait espéré voir porter son nom avec honneur. Mais que se passe-t-il quand le démantèlement commence et que le projecteur destiné à la gloire n'expose que la honte? Le jour où le monde de Daniel était censé se refermer dans un faste public se leva avec une clarté saisissante, presque cruelle. Je me réveillais avant l'alarme, la lumière du petit matin dessinant des zébrures sur le parquet de ma chambre. Aujourd'hui était le jour, non seulement pour les adieux formels de Daniel, mais aussi pour le dénouement que Julien avait, sans le savoir, orchestré de sa propre main froide. Je choisis une simple robe noire, une que Daniel avait toujours aimée, son tissu doux contre ma peau. Pas de bijoux, pas d'étalage ostentatoire. Ma dignité tranquille était mon armure. À précisément 10h09, je me trouvais dans le bureau feutré, boisé, de Maître Dufour. L'air était épais d'une attente silencieuse qui bourdonnait sous le calme professionnel. Maître Dufour, composé comme toujours, ajusta ses lunettes, une pile de documents juridiques soigneusement placés devant lui. 3 autres personnes assistaient en témoins silencieux. 2 parajuristes au visage sévère et un représentant de la fondation caritative que Daniel avait secrètement établie. Cette petite pièce, modeste et sobre, allait être la véritable scène du dernier acte de Daniel. Un contraste frappant avec la grande salle d'Auréa que Julien avait louée de l'autre côté de la ville. « Nous commençons », annonça Maître Dufour, sa voix claire et résonnante, fendant le silence. Il saisit le lourd parchemin, ses sceaux officiels scintillant sous la douce lumière. Le dernier testament de Daniel Dubois. Alors qu'il commençait à lire, ses mots étaient précis, méthodiques, décrivant les profondes intentions de Daniel, son engagement inébranlable envers les bourses d'ingénierie, les initiatives environnementales, les projets communautaires. Chaque actif, chaque part de la société Dubois, méticuleusement redirigée loin de Julien, loin du gain personnel, vers un héritage de vraie générosité. L'incroyable prévoyance, la planification méticuleuse que Daniel avait investie dans cela, était à couper le souffle. Pendant ce temps, à travers la ville, les portes opulentes du grand salon commémoratif du bois s'ouvraient. La lumière du soleil se déversait sur des tapis moelleux, reflétant les lustres de cristal. Julien, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure, se mouvait avec une aisance calculée à travers la foule murmurante. Il salua des personnalités influentes par de fermes poignées de main, offrant des hochements de tête polis et sombres. Sa publiciste, une femme aux yeux vifs et à l'oreille perpétuellement branchée, rôdait à proximité, s'assurant que chaque angle, chaque interaction
était parfait. Julien jeta un coup d'œil à sa montre. Son grand moment était presque là. L'éloge funèbre qu'il avait passé des jours à élaborer, un récit de la vision de son père qui soulignait subtilement sa propre continuation, était prête. Il était le fils dévoué, le successeur avisé, celui qui maintenait tout. Il avait l'air du héros conquérant, totalement inconscient de la bombe à retardement de prose juridique, prononcée à des kilomètres de là. Alors que Maître Dufour lisait les dernières clauses accablantes, l'exclusion explicite de Julien, l'établissement formel de la fiducie, un respect silencieux s'abattit sur le petit bureau. Le destin d'un empire, la vérité d'une famille, était scellé à chaque mot. Au moment où Maître Dufour conclut, un léger, presque imperceptible tremblement sembla traverser l'air. Un téléphone vibra, puis un autre. Un faible bourdonnement collectif, commençant parmi les témoins. Les yeux d'un parajuriste s'écarquillèrent. Un regard discret échangé avec Maître Dufour, qui resta impassible. Les premières ondes de la vérité se propageaient. Julien, montant sur l'estrade élevée du grand salon, prit une profonde inspiration théâtrale. Il ajusta le microphone. Un sourire confiant jouant sur ses lèvres, se prélassant déjà dans l'admiration silencieuse de la pièce. « Mon père, Daniel Dubois », commença-t-il, sa voix résonnant à travers le puissant système sonore, était un homme d'une vision extraordinaire. Un titan de l'industrie, oui, mais aussi un homme qui comprenait l'importance de... Juste à ce moment, quelques téléphones portables commencèrent à vibrer, discrètement au début, puis plus instamment. Un léger murmure commença à se propager dans les premières se ranger. Julien marqua une pause, une lueur d'agacement traversant son visage. Un reporter bien connu au premier rang sortit brusquement son téléphone, ses yeux s'écarquillant alors qu'il lisait quelque chose, puis tapait rapidement. Le sourire confiant sur le visage de Julien vacilla. De retour au bureau de Maître Dufour, la parajuriste tenait une tablette dont l'écran affichait un titre d'actualité, brut et non confirmé, mais indubitable. Maître Dufour hocha lentement la tête, un regard entendu dans les yeux. La grande performance de Julien, conçue pour l'élever, allait plutôt révéler sa chute spectaculaire. Ma force tranquille se solidifia. Daniel avait délivré sa dernière et plus puissante leçon. Non pas avec des mots ou un contact, mais par la main froide et inflexible de la justice. Le projecteur que Julien désirait allait exposer une vérité bien plus dure que n'importe quel chagrin. Mais que se passe-t-il lorsque les caméras se tournent, non pas sur la douleur, mais sur la révélation choquante de la déshéritation ultime d'un fils? La voix de Julien, un grondement profond et résonnant, remplit le grand salon. Un écho parfait de l'homme qu'il prétendait être. Il se tenait sur le podium en chêne poli, baigné par la douce lumière des projecteurs. Une mer de visages sombres devant lui. Son costume sur mesure était impeccable, sa posture rigide d'un chagrin maîtrisé. « Mon père, Daniel Dubois », déclara-t-il, sa voix gonflée d'une émotion fabriquée, était un homme d'une vision extraordinaire. Un titan de l'industrie, oui, mais aussi un homme qui comprenait l'importance profonde de l'héritage. Il marqua une pause pour les faits, ses yeux balayant la pièce, s'imprégnant de l'admiration silencieuse. Il croyait qu'il contrôlait, que cet événement méticuleusement planifié était son triomphe. Dans le bureau tranquille de Maître Dufour, l'air s'épaissit d'un autre type d'intensité. La parajuriste, une jeune femme aux yeux vifs et alertes, tenait sa tablette, son écran affichant un flux en direct des dernières nouvelles. Ses doigts volaient, rafraîchissant la page. « Madame Dubois », murmura-t-elle,
Sa voix à peine un souffle. Ça devient viral. Le tribunal, la lecture publique, c'est partout. Je regardais, une tempête silencieuse grondant en moi, alors que le titre éclatait sur l'écran. Succession Dubois stupéfie la famille. Fortune détournée vers une fiducie caritative. Le fils Julien déshérité. De retour au grand salon, un léger murmure commença à onduler à travers les premières rangées. Cela commença subtilement, comme une douce brise, mais se transforma ensuite en un bourdonnement insistant. Julien, à mi-phrase sur l'engagement inébranlable de Daniel envers sa famille, vacilla, une lueur d'agacement traversant son visage. Il s'éclaircit la gorge, essayant de reprendre le contrôle de la salle. Comme je disais, mon père m'a inculqué les valeurs du travail acharné. Mais le murmure persista, ponctué par les clics nets des appareils photo de téléphone, non pas braqués sur lui, mais sur les écrans entre les mains des gens. Une éminente journaliste financière au 3e rang, son téléphone collé à l'oreille, haleta audiblement. Elle raccrocha, son regard se posant brusquement sur Julien. Son visage un masque de reconnaissance choqué. Elle n'était pas seule. Comme une vague, la compréhension submergea la foule. Les têtes pivotèrent. Les chuchotements devinrent des exclamations étouffées. « Pas possible !» Déshérité ? Toute l'entreprise ? Les chuchotements devinrent plus forts, plus audacieux, maintenant teintés d'un halètement collectif d'incrédulité et d'un scandale pur et simple. Julien, toujours sur le podium, le visage virant au gris maladif, regarda son public parfaitement orchestré sombrer dans le chaos. Il vit les doigts pointés, les yeux furtifs, les téléphones portables levés, affichant les titres accablants. « Qu'est-ce qui se passe ?» exigea-t-il, sa voix se brisant, le vernis poli se fissurant enfin. « Silence ! Un peu de respect !» Mais ces mots furent noyés par la vague montante de bavardages étonnés. Quelqu'un près du fond, plus courageux que les autres, cria « Le testament de votre père, Julien, il a été lu, vous n'avez rien eu !» Les mots hurlés traversèrent le grand salon comme un coup de tonnerre. Julien se figea, les yeux écarquillés, vide. Le sang quitta son visage, le laissant cendré, crûment illuminé par l'éclat des caméras professionnelles qui, enfin, se concentraient sur lui. Non pour une éloge funèbre, mais pour une exécution publique. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. La confiance, le charme exercé, s'évaporèrent, ne laissant derrière eux qu'un choc brut et nu. La salle, jadis respectueuse, bourdonnait maintenant de 1000 chuchotements, de 1000 regards accusateurs. Les journalistes du premier rang, sentant le sang dans l'eau, se levèrent, les caméras clignotant, leurs obturateurs implacables faisant écho au son du monde de Julien, qui s'écroulait autour de lui. Il recula du microphone, trébuchant presque, ses mains se serrant et se desserrant sur ses flancs. Le grand salon, destiné à être son couronnement, était devenu son gibet. Il vit des visages qu'il reconnaissait, des investisseurs, des collègues, le regardant maintenant avec un mélange de pitié et de dédain professionnel. Les funérailles, ces adieux sacrés, étaient devenus un spectacle public d'une nature bien plus brutale. C'était le jugement final et silencieux de Daniel, délivré avec la froide précision de la prose juridique. C'était la justice, sans phare et dévastatrice, servie à la vue de tous. Que ressent-on quand le projecteur que l'on désire vous aveugle de vérité ? Le silence dans mon jardin était un baume, un calme sacré après le cliquetis impie de la chute publique de Julien. Le monde extérieur, je le savais, était un tourbillon d'appels frénétiques, de caméras clignotantes et d'accusations murmurées. Mais ici, niché parmi les fleurs éclatantes et le doux bruissement des feuilles,
je trouvais mon propre sanctuaire tranquille. Je n'étais pas restée pour regarder le monde, soigneusement construit de Julien, s'écrouler sur le podium. Au moment où j'ai vu les titres clignoter sur la tablette de Maître Dufour, l'humiliation publique et crue se peignant sur le visage de Julien dans le flux en direct, je m'étais simplement levée. Pas de grande sortie, pas de sourire triomphant. Juste un tour silencieux et déterminé, et un éloignement du chaos qu'il avait lui-même provoqué. Maître Dufour m'avait proposé de me raccompagner, ses yeux exprimant une profonde compréhension. J'avais simplement hoché la tête, mon regard lointain, m'éloignant déjà du spectacle. Le trajet de retour fut un flou, les bruits de la ville s'estompant en un bourdonnement lointain. Tout ce que je voulais, c'était l'étreinte de mon propre espace. Un endroit où la mémoire de Daniel n'était pas transactionnelle, où le chagrin pouvait respirer, pur de toute cupidité. Maintenant, des heures plus tard, j'étais assise sur le vieux banc en fer forgé que Daniel avait construit pour moi des décennies auparavant, niché sous les branches tentaculaires de notre chêne centenaire. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les feuilles, projetant des ombres dansantes sur les dalles usées. Une douce brise agitait l'air, portant le parfum léger et sucré du chèvrefeuille, qui grimpait le long du treillis, près du cabanon. Ma robe noire, la même que j'avais portée au bureau de Maître Dufour, me semblait une seconde peau, un symbole silencieux de mon deuil et de ma nouvelle détermination. Dans mes mains, je tenais une seule lettre non ouverte, son enveloppe épaisse ornée du sceau en relief de l'ancienne entreprise de Daniel. Elle était arrivée ce matin, adressée à la famille Dubois. La dernière tentative de contrôle de Julien. Peut-être une dernière invitation, ou peut-être même une convocation. Aux adieux mis en scène de son père, elle me semblait légère, insignifiante maintenant. Je fermai les yeux, laissant la chaleur du soleil imprégner ma peau. Les images du visage de Julien, pâle de choc, vacillaient encore derrière mes paupières. Le fils que j'avais élevé, le garçon qui me rapportait des poignées de pissenlit de ce même jardin, s'était transformé en étranger. Il avait échangé l'amour contre l'influence, la famille contre le profit, et ce faisant, avait perdu bien plus que l'héritage de Daniel. Il avait perdu le véritable héritage de son père, et d'une manière profonde et dévastatrice, il s'était perdu lui-même. Il n'y avait aucune joie dans sa chute publique, seulement une profonde et lancinante tristesse pour le garçon qu'il avait été, pour le potentiel qui s'était tordu en quelque chose de si creux. Le garçon qui a oublié comment aimer, murmurai-je, les mots à peine audibles, emportés par la brise. C'était un adieu, non pas à l'homme qu'était devenu Julien, mais à la mémoire de l'enfant aimant, désormais éclipsé par un homme d'affaires impitoyable. Mon cœur était lourd, un étrange mélange de chagrin et de libération. Le nœud de colère qui s'était resserré dans ma poitrine depuis l'email scandaleux de Julien commença à se desserrer, cédant la place à une résignation tranquille. Ce n'était pas une vengeance, c'était une rectification, une correction d'un grave déséquilibre que Daniel lui-même avait prévu. Mon regard dériva vers le rosier que Daniel avait planté pour moi lors de notre premier anniversaire. Ces fleurs d'un rouge éclatant défiant la fraîcheur de la saison. Il avait toujours dit qu'elle lui rappelait à mon esprit. Résilient, beau et parfois un peu épineux. Je tendis la main, mes doigts traçant un pétale délicat, sentant la douceur veloutée. « Tu savais, n'est-ce pas, mon amour ?» murmurai-je, m'adressant à l'air vide, mais ressentant profondément sa présence. « Tu savais de quoi il était capable, et tu l'avais prévu. Tu m'as protégée. Toujours. » Une larme, chaude et inattendue, traça un chemin sur ma joue. Ce n'était pas une larme de désespoir, mais d'un amour féroce et durable pour Daniel,
et d'une gratitude tranquille pour sa clairvoyance. Il ne m'avait pas seulement laissé de la richesse, il m'avait laissé la liberté. La liberté du contrôle de Julien, la liberté de définir mon propre avenir, d'honorer la mémoire de Daniel à ma manière. La pensée de la fiducie caritative, le véritable héritage de Daniel, fleurissant silencieusement, généreusement, apporta un sentiment de paix profonde. Sa vision bâtie sur l'intégrité et la compassion perdurerait, intouchée par les mains mercenaires de Julien. Je pris une profonde inspiration. L'odeur de la terre et des fleurs emplissait mes poumons. Le chagrin pour Daniel restait un compagnon constant, une douleur sourde qui ne me quitterait jamais vraiment. Mais maintenant, elle était accompagnée d'une force que je ne me connaissais pas. Une douce défiance née de la trahison. Je n'étais pas une victime. J'étais la gardienne du véritable héritage de Daniel, la protectrice de son honneur. Et ce faisant, j'avais retrouvé ma propre force, ma propre estime de moi. Le soleil commença sa lente descente, peignant le ciel de teintes oranges et violettes. L'air se rafraîchissait, mais je sentais une chaleur se répandre en moi, une braise discrète d'espoir. Ma vie n'était pas terminée. Elle recommençait, à mes propres conditions, imprégnée de la sagesse tranquille que Daniel avait laissée derrière lui. Il y aurait de nouveaux chemins à parcourir, de nouveaux choix à faire, libérés des attentes ou des manipulations d'autrui. Les douloureuses leçons que Julien m'avait involontairement enseignées avaient forgé une Claire plus forte, une femme qui n'avait plus peur de fixer des limites, d'affirmer ses droits, de rester ferme dans sa vérité. Je regardais l'enveloppe non ouverte dans ma main, puis le jardin florissant autour de moi. C'était mon monde maintenant, mon véritable héritage. D'un mouvement décisif, je déchirai l'enveloppe en deux, puis encore, laissant les morceaux voltiger au sol comme des feuilles mortes. Ils se fondirent avec la terre, devenant partie intégrante du sol riche et fertile de mon nouveau départ. C'était un adieu silencieux et puissant au passé, une promesse murmurée à moi-même. Daniel était vraiment en paix, et moi aussi, enfin. Que reste-t-il vraiment lorsque les liens familiaux sont mis à l'épreuve par la trahison et l'intérêt personnel? Avez-vous déjà dû choisir entre abandonner ce qui fut et retrouver votre propre valeur? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre voix est importante pour nous, et si cette histoire a résonné en vous, veuillez vous abonner pour rejoindre notre communauté et ne manquez aucune autre histoire de triomphe et de transformation.